Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir au peuple, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en action. Alors, à quelle action allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. I don't expect you to clown yourselves and collapse the distance and difference between sharing bread and sharing bed. I know that feeling, so give me a break and stop the fake. They say a hungry man is an angry man, but I say I am not hungry, I am hunger. I am not angry, I am anger. I am not dangerous, I am danger. I am an abominable time bomb, able to blast limestones and thunderbolts because somehow I am torn, tried and tired. So you see, you don't have to hear the sound of my voice before you know that hunger is real, scarcity is not. So please, check the time. It's history time, passion time, meaning time, access time, free flow time, sharing time, bread time, your time, my time, our time. Now, oh, now is urgent time. Hey everyone, welcome to today's session. Bonjour à tous et bienvenue à la session d'aujourd'hui. Je m'appelle Edith Djemba, je viens du centre de la Croix-Rouge. C'est vraiment un plaisir pour moi d'animer cette session, de co-animer cette session
Alors, nous avons 3 orateurs aujourd'hui qui sont là pour nous inspirer, mais aussi pour éclairer notre lanterne sur les risques des vagues de chaleur dans les villes africaines. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Eh bien, nous sommes là pour nous faire entendre, pour se faire entendre, concernant notamment les problèmes de la chaleur dans les villes africaines. Il s'agit ici d'un risque très important. Donc, nous avons plusieurs panélistes aujourd'hui. Et le but ici, c'est de parler de l'avenir de l'Afrique et de comment on peut faire en sorte que l'avenir de l'Afrique soit prospère, florissant et que l'on puisse relever le défi du changement climatique en luttant contre les risques liés à la chaleur. Alors, peut-être qu'à travers le monde, quelque part dans le monde, ou peut-être dans une ville africaine, je ne sais pas, il peut faire beaucoup plus chaud que là où vous vous situez aujourd'hui. Les saisons ont changé. Et pour ceux qui vivent sous les tropiques, je pense que vous êtes habitués aux hautes températures. Et je pense que ce sont des personnes qui sont bien résistantes à la chaleur. Mais bon, ce n'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Le but, c'est de parler des vagues de chaleur dans les villes africaines, comment lutter contre ces vagues de chaleur, que faire. Et je pense qu'à la fin de la session, nous serons capables de répondre à ces questions. Alors, je vous remercie. Et sans plus attendre, j'aimerais inviter les orateurs à se présenter. Et puis, nous commencerons donc avec notre premier orateur de la journée. J'aimerais demander à Vincent Pajiwa de se présenter. Et puis, j'invite également Caitlin à copier-coller la biographie de Vincent directement dans le chat. Vincent, vous avez la parole. Hi, Vincent. Vincent, vous êtes avec nous? On ne vous entend pas. Vincent, on ne t'entend pas. Hi, Eddie. Hi, Vincent. Bonjour Eddy. Bonjour Vincent. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, la vidéo, par contre, a bugué. Donc, je pense qu'il y a des petits soucis de connexion de ton côté. Donc, je te suggère peut-être d'éteindre ta caméra pour que les gens puissent t'entendre. Oui, Vincent, on t'entend. Alors, je vais lire ta biographie en attendant que tu gères ta connexion. Oui, pardon, je pense qu'on a un petit souci de connexion à un réseau. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Oui, oui, on t'entend, Vincent. Mais je te laisse te présenter. Bonjour Eddy, j'espère que tu m'entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, merci infiniment de m'avoir invité à faire ma présentation aujourd'hui. Je m'appelle Joyce Kimotai, je suis scientifique et je travaille donc pour le réchauffement climatique.
Je finis à l'heure actuelle mon doctorat à l'Université du Cap en Afrique du Sud. J'ai également participé au rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et notamment, je m'intéresse beaucoup aux événements climatiques extrêmes. Et donc, je m'intéresse au changement climatique et à son évolution liée donc aussi à l'augmentation de ces événements extrêmes. Merci beaucoup, Joyce. Je vais maintenant laisser Gigma se présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Kiswansida Gigma. Je suis également un scientifique pour toutes les problématiques liées au climat. Je travaille dans un centre de recherche pour le climat. Et en fait, Joyce est une de mes collègues. Je fais des recherches sur la science du climat et notamment sur les vagues de chaleur, les vagues de canicule. Et l'année dernière, nous avons connu de nombreux épisodes de chaleur en Afrique de l'Ouest. Et je travaille également sur la prévisibilité ou bien les prévisions de ce type de vagues de chaleur. Dans ma recherche, on se rend compte, on s'intéresse de plus en plus à la manière dont nous pouvons transformer les connaissances que nous avons en action. Donc, notamment avec les prévisions numériques, comment on peut faire pour essayer de préparer peut-être les populations justement à ces futures vagues de chaleur. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ces thématiques. Merci, merci beaucoup, Gigma. Alors, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, le temps est un petit peu chaotique chez moi et généralement, ce qui se passe quand on a des événements comme cela, c'est que parfois, le courant est alors coupé. Donc, je suis vraiment désolée. Je m'excuse en avance si vous me voyez disparaître de l'écran. Gigma, merci. Nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. On est ravis également d'avoir Joyce. C'est un super panel d'experts avec nous aujourd'hui. Et donc, pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent en savoir plus sur les risques liés aux vagues de chaleur et sur les actions aussi que l'on peut mettre en place pour justement réduire la chaleur dans les villes africaines, eh bien, bienvenue. Essayons de voir si Internet marche un petit peu mieux chez Vincent. Oui, bonjour, vous m'entendez? Eddie, tu m'entends? Oui, on t'entend très bien, Vincent. Oui, je suis vraiment désolée. Je pense qu'il y a eu des petits soucis de connexion là où je suis. Alors, bon, évidemment, si le son est un petit peu haché, vous n'entendez pas, n'hésitez pas à me faire signe dans le chat. Est-ce que je partage mes slides? Oui, Vincent, peut-être que tu peux te présenter. Et puis, une fois que tu t'es présenté, effectivement, peut-être faire ta présentation. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Dr Vincent Pagiwa. Je suis un chercheur dans le domaine de la santé publique. Je travaille à l'Institut de recherche au Kavango, donc à l'Université du Botswana. Et mon travail aujourd'hui s'intéresse au changement climatique et aux événements qui y sont liés. Alors, mon travail se concentre sur les vagues de chaleur extrêmes et donc l'impact que ça a notamment sur la santé. Voilà, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir faire ma présentation. Alors, ma présentation s'intitule les villes africaines non préparées aux vagues de chaleur extrêmes. Alors, si on revient sur les événements qui ont eu lieu l'année dernière, la température moyenne mondiale était à environ 1,9 degrés, 0,9 degrés au-dessus des moyennes de température entre 1850 et 1900. Donc, nous avons une augmentation de la température d'environ 1,09 degrés. Donc, on a fait pas mal d'analyses en 2021
Et avec nos analyses, on s'est rendu compte que 2021 était l'année la 6e ou 7e année la plus chaude jamais enregistrée. On a également été confronté à de grands désastres avec des températures extrêmes partout à travers le monde. On a eu par exemple une grosse vague de chaleur au Canada l'année dernière, mais également aux États-Unis. Et on a pu obtenir des températures arrivant à jusqu'à 50 degrés. Par exemple, on a eu des températures à 54, montant jusqu'à 54 degrés. En Afrique, on a eu des températures records, notamment dans l'Afrique du Nord, avec la ville de Tunis, où on a eu des températures avoisinant les 50 degrés le 11 août 2021. En Algérie également, on a eu énormément de feux de forêt. Donc, en fait, ces vagues de chaleur, comme vous le voyez, ça touche énormément de pays à travers le monde. Alors, que devrions-nous savoir? Alors, à droite, nous avons une photo du rapport sur l'état du climat en Afrique, donc de 2020. Et à gauche, vous avez donc les messages clés que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Le fait est que l'Afrique va être particulièrement touchée par le changement climatique, notamment à cause des sécheresses et des vagues de chaleur. Et on s'attend à ce que l'Afrique soit l'une des régions les plus touchées par le réchauffement climatique et qu'il y aura beaucoup moins de ressources disponibles. Certaines études ont également montré que le continent pourrait se réchauffer avec une augmentation de la température comprise entre 2 et 6 degrés d'ici la fin du siècle. Il est également prévu qu'on ait une température en augmentation en moyenne de 2 degrés, donc une augmentation de température de 2 degrés d'ici 2100, donc selon le premier rapport sur le climat en Afrique. Et on s'attend également à ce que l'Afrique, comme je vous le disais, se réchauffe et que cela ait pour conséquence des vagues de chaleur très fréquentes, beaucoup moins de précipitations dans le sud et dans le nord de l'Afrique et plus de précipitations en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Donc, le continent africain se réchauffe beaucoup plus vite. Et pour ces raisons, on s'attend à ce que d'ici 2030, environ 118 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté seront touchées par les sécheresses et les vagues de chaleur, ce qui pourrait donc avoir un impact dévastateur sur ces populations. Si on prend l'exemple de la Tunisie avec 50 degrés, on se rend compte que c'est énorme et ça met à risque la survie des habitants. Et donc, on sait que cela peut avoir des conséquences catastrophiques, ça peut avoir un impact fortement négatif également sur la santé. Maintenant, si l'on regarde les villes, c'est là qu'il y a un impact plus fort que dans les zones rurales. Les événements sont de plus en plus arrivent de façon de plus en plus fréquente et on ne s'y attend pas. Les villes, comme je l'ai dit, deviennent, comme je le disais, des îlots de chaleur urbains. Et donc, on se sert d'asphalte dans les trottoirs, dans les toits de barres d'eau, et cela absorbe davantage de chaleur. Il y a de moins en moins de plantes, de végétation, d'arbres, ce qui ne permet pas justement de combattre ce phénomène.
ceux qui vivent dans les villes sont plus touchés par cet effet d'îlot de chaleur urbain. Selon un rapport de 2014, beaucoup de chaleur et de risques sanitaires liés à la chaleur seront concentrés dans les zones urbaines. Les vagues de chaleur touchent les villes partiellement à cause des infrastructures urbaines qui exacerbent les chaleurs extrêmes et ne permettent pas de lutter contre. Avec plus de 50% de la population mondiale qui vit dans des zones urbaines densément peuplées, eh bien, on s'attend à davantage de morts et de maladies dues à la chaleur. Donc, en d'autres termes, ce sont ces populations urbaines qui vont être le plus touchées par ces chaleurs extrêmes. Ici, on voit une ville de Botswana, une ville d'où je viens d'ailleurs, et la plupart de ces édifices ont été conçus par des concepteurs européens. Donc imaginez, ça a été créé en Europe, mais on voit des bâtiments qui sont très sombres dans un pays qui est très chaud. Donc cela crée un problème. Et il faut également installer des systèmes de refroidissement. Donc cela crée d'autres problèmes liés à l'approvisionnement en énergie. Et c'est la population qui, au bout du compte, va payer et qui va pousser à une faible productivité et à un échec du pays, puisque étant affecté par cette chaleur et tout ce qui va autour dans ces édifices, eh bien, les personnes ne vont pas être productives et cela va avoir un impact sur l'économie locale. Pourquoi on ignore, on néglige l'impact des vagues de chaleur en Afrique? Il y a plusieurs raisons à cela. On ne signale pas suffisamment les événements de vagues de chaleur en Afrique subsaharienne, dans les bases de données liées aux catastrophes naturelles. Il n'y a que 2 vagues de chaleur qui sont d'ailleurs listées dans ces bases de données depuis 1900. Mais chaque année, il y en a. Mais celles-ci ne sont pas déclarées, tout comme les impacts sur la santé de la population locale. Donc, bien sûr, elles sont ignorées. Donc, il faut également être conscient de ces événements d'extrême chaleur. On ne sait pas à quel point ces vagues de chaleur peuvent être nocives pour la santé. Donc, ces vagues de chaleur, ces canicules ont un effet sur différents secteurs des villes africaines. Par exemple, si on regarde d'autres villes, d'autres pays, par exemple en Asie, en Inde, il y a eu un plan de mise en œuvre qui a aidé la population locale pour réduire le nombre de morts liés aux événements de chaleur extrême. Donc, ils ont mis en place un plan d'action contre les canicules. Donc, cela montre qu'on peut avoir des plans d'action en place. Les systèmes d'alerte précoce n'existent pas ou ne sont pas adaptés en Afrique. Et on ne répéterait pas suffisamment les décès liés à la chaleur. Donc, que doit-on faire? Ce problème de canicule n'est pas un problème
que l'on observera à l'avenir. C'est déjà une réalité en Afrique, même si ceux-ci ne sont pas déclarés. Cela dit, pour être un peu positif, on peut éviter toutes les maladies ou morts liées aux événements de chaleur extrême. Cela signifie qu'il faut juste mettre en place les bons mécanismes. Donc, par exemple, des systèmes d'alerte précoce ou des plans d'action contre les canicules. Donc, les villes doivent adopter ce genre de plan d'action. Ici, on peut voir deux exemples à l'écran d'affiches qu'on peut afficher dans les villes en disant « demain sera une journée chaude, donc que peut-on faire ?» Voilà. On peut également encourager des solutions qui vont aider les populations urbaines à combattre ces canicules, par exemple. On peut aider la coordination entre les différents secteurs publics. Cela pourrait aider, on pourra ainsi identifier les populations les plus vulnérables et améliorer les réponses d'urgence à apporter. Par exemple, le ministère de la Santé, de l'Environnement, des ONG, d'autres peuvent aider. Il faut planter davantage d'arbres, de végétation. Par exemple, des toits verts également pour rafraîchir les villes. Et pour également ombrager les villes. Donc, il faut planter davantage d'arbres. Enfin, les canicules sont mortelles. Lorsqu'il fait très chaud, il faut mettre en place des mesures comme ouvrir les édifices publics pour donner accès à des pièces rafraîchies, distribuer de l'eau potable gratuitement et informer la population sur les dangers de la chaleur. Et bien évidemment, proposer des alertes précoces. Donc, il faut faire tout ça dans les villes pour pouvoir mieux vivre ces événements de chaleur extrême. Pour finir sur une note positive, si vous regardez l'image à l'écran à droite, ici, c'est un nouvel édifice dans un désert. Une belle image. Cet édifice est une plateforme d'innovation. L'objectif est d'être autonome, d'utiliser des technologies vertes. Donc, je crois que ça doit être la voie à suivre à l'avenir. Ça doit être un exemple à encourager pour toutes les villes pour que nous concevions des édifices qui soient en harmonie avec les conditions météorologiques locales, qui permettent de se rafraîchir et qui permettent de combattre les canicules en cas de canicule. Merci pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Vincent pour cette présentation. Il y a une question dans la boîte de discussion sur le type d'arbres à planter. Des arbres qui peuvent tolérer les canicules actuelles et à venir et qui peuvent lutter contre le stress hydrique. Est-ce que vous avez des idées précises, Vincent? Et vous avez parlé de canicule de 50 degrés à Tunis. Y a-t-il une température que l'on peut tolérer en tant qu'être humain?
à un moment donné. Et ensuite, peut-on encourager des actions à mettre en œuvre dans les villes qui incluent, par exemple, des pratiques d'atténuation de la chaleur dans les politiques publiques? Vincent, est-ce que vous pouvez nous entendre? Désolé, je ne voyais pas que mon micro était éteint. Merci pour vos questions. Ce sont des questions très intéressantes, des questions auxquelles il est difficile d'apporter une réponse, notamment les questions liées aux politiques publiques. Pour répondre à la première question sur le type d'arbre à planter, donc, ce que je dirais, et je vais le répéter, tous les endroits sont différents, toutes les villes sont différentes. L'Afrique est un continent unique par rapport aux autres continents. Nous avons nos spécificités et les espèces, les natures d'arbres que l'on peut planter dépendent d'une zone à une autre. Des arbres d'Afrique centrale ne peuvent pas être plantés dans d'autres zones d'Afrique. Donc, il faut encourager la technologie du clonage et planter des arbres qui sont plus résilients au changement climatique. Sur la photo que vous voyez à l'écran, on voit qu'ici, on voit des arbres locaux. Mais on voit qu'il y a des zones vertes autour de ces arbres. Donc, il faut davantage de technologie pour améliorer les sortes d'arbres que nous avons, les essences d'arbres que nous avons en local, grâce à la résilience d'autres essences d'arbres, d'autres régions. J'espère avoir bien répondu à cette question. Et pour répondre à la seconde question, je ne vois pas les questions. Est-ce que vous pourriez la répéter? Donc, comment encourager l'action à mettre en œuvre dans les villes en incluant des pratiques d'atténuation de chaleur dans les politiques publiques? Donc, comment encourager cette action? Très bien. Je crois que c'est une question liée aux politiques publiques, donc une question politique. Je pense qu'il faut encourager la collaboration pour créer un réseau d'experts avec un objectif commun. Mais ça ne peut pas être que la responsabilité des gouvernements locaux. Cela doit être la responsabilité des communautés, plus généralement, et des différents acteurs. Donc, rejoindre, réunir des compétences, se réunir eux-mêmes, réunir les preuves nécessaires pour voir comment atténuer, mettre en place des solutions d'atténuation. Donc, c'est un effort collectif que l'on doit mener pour encourager les villes à avancer en ce sens. Merci beaucoup. Merci Vincent. J'espère que vous reviendrez pour nous parler du lien direct entre la chaleur et la santé dans les villes. Existe-t-il ce lien? Et dans quelle mesure est-ce que des recherches ont été menées en la matière? Est-ce qu'il s'agit là du secteur de la santé ou peut-être du secteur de l'environnement? Est-ce qu'il faut les réunir? Et vous pourrez peut-être nous parler d'initiatives en cours, s'il y en a, pour rassembler, justement, réunir ces structures. Mais nous y reviendrons plus tard. J'aimerais maintenant m'envoler, ou plutôt vous conduire d'Okavango jusqu'en Afrique de l'Est, à Nairobi. Joyce Kimtai est avec nous et a la parole. Bonjour, merci Eddie. Je vais partager mon écran avec vous.
Je vois que votre écran est en train de... Votre présentation est en train de charger. Yes, we can see. Oui, nous pouvons voir votre présentation. Voilà, là, on peut voir votre présentation. Merci, vous avez la parole. Merci. Donc, je m'appelle Joyce Kimutai. Cet après-midi, à Nairobi, je vais vous parler de la chaleur extrême. Et plus particulièrement, nous allons répondre à la question dans quelle mesure les villes africaines sont préparées pour répondre aux événements de chaleur extrême. Je suis scientifique du climat, je travaille avec différents services, avec d'autres pays, par exemple l'Afrique du Sud. Donc, alors que le système climatique continue de se réchauffer, nous avons atteint déjà 1,09 degré d'augmentation des températures par rapport à la période pré-industrielle. Cela signifie que les événements de chaleur extrême sont plus fréquents, plus intenses à travers le monde et l'Afrique n'est pas une exception. L'Afrique se réchauffe plus vite que la moyenne. J'aimerais vous donner quelques exemples de la recherche et de ce qu'elle montre. À l'heure actuelle, près de 275 millions de personnes en Afrique souffrent au moins un événement, une journée de stress de chaleur dangereux chaque année. Les canicules sont très courantes et durant toutes les saisons et sur plus de 12% du continent africain. Et ces canicules vont être plus longues, plus chaudes et plus fréquentes en Afrique. Donc, pourquoi se préoccuper de cette question? Pourquoi parlons-nous de ces événements extrêmes? L'Afrique fait l'expérience du taux le plus élevé d'urbanisation et de démographie. Donc, on voit une augmentation démographique, tout particulièrement en Afrique. Et dans ces villes où l'on voit davantage de population, on observe également beaucoup de populations de communautés vulnérables. Par exemple, les personnes âgées, les personnes sans abri, les personnes atteintes d'un handicap, les pauvres, les personnes socialement isolées, ceux qui souffrent de maladies chroniques et les jeunes enfants. Et toutes ces populations sont très vulnérables à la chaleur extrême. Donc, nous devons voir comment nous allons parler de la chaleur extrême et comment nous adapter. Quel est l'état actuel des choses en Afrique? Malheureusement, les canicules ne sont pas signalées, rapportées, et les impacts liés à la chaleur, comme la mortalité, les hospitalisations ou même des visites à l'hôpital sans hospitalisation, ne sont pas signalés. Comme l'a dit Vincent, et si l'on va sur les bases de données des catastrophes naturelles, on trouve des statistiques qui disent 1 ou 2 canicules par an ou sur quelques années, mais cela ne donne pas des informations justes, correctes sur les événements de canicules en Afrique. Autre point sur l'état de la situation, les signalements ne sont pas coordonnés sur le continent et il n'y a pas de système d'alerte précoce, tout particulièrement de la part des agences météorologiques, et je peux vous le dire très clairement parce que j'ai déjà travaillé avec l'agence météorologique du Kenya, et il n'y a aucun système d'alerte précoce contre les canicules. Donc, nous en avons besoin.
Il y en a déjà pour les inondations, les sécheresses, etc., mais pas pour les canicules. Et donc, grâce à ces informations, on voit que finalement, les chaleurs extrêmes sont un tueur silencieux, si vous voulez, puisqu'il n'y a pas de coordination des signalements, il n'y a pas de système d'alerte précoce. Donc, les chaleurs extrêmes nous tuent, mais en silence. Nous ne le savons pas, nous n'en sommes pas conscients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire pour l'instant que l'on n'a aucune préparation efficace pour combattre ces désastres. Et le problème, c'est que si on n'a aucune information, eh bien évidemment, on ne peut pas se préparer de manière adéquate. Le problème aussi, c'est que ça nous empêche d'évaluer la vulnérabilité et l'exposition aussi à ces vagues de chaleur. Et le problème, c'est que ça nous empêche également de mieux planifier, de mieux s'organiser pour être plus résistants face au changement climatique. Et donc, évidemment, on s'est quand même intéressé à des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces vagues de chaleur? Alors, j'ai quelques suggestions, si je puis dire. Alors, dans un premier temps, il faudrait déjà renforcer la collaboration entre les experts en matière de santé, les chercheurs en matière de catastrophes naturelles et les météorologues. Il faudrait aussi avoir plus d'analyses, plus de données historiques sur le climat, notamment concernant les périodes de vagues de chaleur extrêmes. Il faut améliorer également les réseaux d'observation. Il faut identifier les défis uniques que sont les vagues de chaleur en Afrique. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Il faut vraiment que l'on sache quoi faire. Il faut que l'on comprenne les impacts directs des vagues de chaleur sur la santé, le transport, les infrastructures aussi, des réseaux électriques. Il faut développer des procédures aussi pour mieux analyser le problème. Il faut vraiment que l'on encourage le gouvernement, les institutions et les gens aussi à renforcer ces réseaux d'observation, ces réseaux d'études pour mieux comprendre les vagues de chaleur. Et on ne parle pas que d'observation, on parle également de données, les données dans les hôpitaux, par exemple. On a des parties prenantes qui pourraient nous aider à collecter plus de données, plus d'informations pour mieux comprendre les impacts directs de ces vagues de chaleur. Il faut donc identifier, comme je le disais, les défis uniques qui sont liés aux vagues de chaleur en Afrique, dans le sens où c'est un problème africain ici. Et donc, quel est ce défi? Comment faire pour relever ce défi dans un contexte africain? Et à nouveau, comme je le disais, vous avez le dernier point sur cette slide, donc de mieux comprendre les impacts directs donc sur la santé, les différentes infrastructures de transport et de réseaux électriques. Et donc, ce que j'entends par là, c'est, comme je le disais, vraiment mieux comprendre comment les gens sont impactés, sont affectés par les vagues de chaleur. Et c'est vraiment en collectant des données, en collectant des informations qu'on saura quoi faire et comment faire pour relever ces défis. J'aimerais également vous parler très brièvement d'une étude de cas, un petit projet sur lequel on travaille actuellement. Donc, on travaille sur ce que l'on peut faire pour mieux comprendre les vagues de chaleur, notamment au Kenya. Donc, on s'intéresse à 3 villes, à savoir Nairobi, Mombasa et Kisumu. Et ce qu'on fait, c'est que l'on définit en fait des seuils. Donc, on parlait des températures ayant atteint 50 degrés à Tunis. Et donc, ici, on n'a pas vraiment de statistiques, de données ou autres. Donc, on définit des seuils. Et on essaie de voir s'il y a une relation donc, entre les jours de chaleur extrême ou les vagues de chaleur extrême et un pic peut-être en matière de mortalité ou un pic d'hospitalisation.
Et le but, c'est d'essayer de comprendre le lien qu'il y a vraiment entre ces deux facteurs. Pour l'instant, on essaye de voir si nous avons déjà des données historiques à ce sujet. Donc, on s'intéresse aux 40 dernières années pour voir si on peut établir ce lien entre les pics de mortalité d'hospitalisation et les pics de chaleur. Donc, en fait, on s'intéresse finalement au lien, à la corrélation entre ces deux facteurs. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup plus de décès et d'hospitalisations qui sont rapportés. Donc, on essaye de voir effectivement s'il y a un lien avec l'augmentation de la température et le changement climatique. J'aimerais également partager un message de notre groupe de travail. Je vous le disais, on a travaillé sur le changement climatique 2022 et donc le message est le suivant, la science est claire, plus on attend pour mettre en place des actions globales, plus nous allons rater cette opportunité de nous assurer un avenir encore vivable, un avenir sûr. Ce rapport offre des solutions au monde. Et merci infiniment pour votre attention. Asante Sana, Joyce, merci beaucoup. Alors, je pense qu'ici, tu nous as parlé de beaucoup de défis. Et tu nous as permis aussi d'avoir une belle vision globale avec les études de cas. Et je pense que tu as raison, on parle ici d'action. Nous devons passer à l'action. Nous devons collecter des données, nous devons faire davantage de recherches. Mais ce que j'aime beaucoup dans ta présentation, Joyce, c'est que tu travailles déjà sur la définition de seuil, sur donc les vagues de chaleur extrême dans les villes au Kenya. Il me semble que nous avons deux questions. Alors, il y a deux questions dans le chat. Il y en a une de Miguel. Comment pensez-vous que le Covid-19 et les pandémies que l'on aura à l'avenir nous empêcheront de mieux lutter, de mieux prévoir les vagues de chaleur et autres catastrophes naturelles? Donc, voilà, ça, c'est la question de Miguel. Can I take that later, please? Oh, yes. Est-ce que je peux prendre cette question un petit peu plus tard? Ça te va, Eddie? Oui, pas de souci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite dire quelque chose pour répondre à cette question? Peut-être Vincent? Oui, merci. Alors, personnellement, quand on parle de ce qui pourrait nous empêcher de planifier, de prévoir ces vagues de chaleur, je ne pense pas avoir l'expertise pour répondre à cette question. Mais je ne pense pas que le Covid-19 nous empêchera de prévoir et de planifier des réponses à ces problématiques de vagues de chaleur. Beaucoup des politiques mises en place sont établies selon les expériences de chacun des pays. Donc peut-être qu'à l'avenir, après le Covid, on verra peut-être une amélioration en termes de prédiction, mais ça reste encore à voir, je pense. Merci, Vincent. Et j'aimerais ajouter un mot. Donc, au tout début de la pandémie, on travaillait déjà évidemment sur les vagues de chaleur dans les villes africaines avec la Croix-Rouge. Et nous nous sommes rendus compte que certaines des actions que l'on essayait de mettre en place allaient en fait en contradiction avec les mesures de distanciation sociale. Donc, on a dû se rassembler à nouveau en tant qu'équipe d'experts pour commencer à modifier nos projets. On devait par exemple s'assurer que tous les centres établis
soient conformes aux nouvelles réglementations. Alors, de mon point de vue, je pense qu'on est d'accord avec Vincent pour dire qu'il va falloir améliorer les choses et qu'on devra mieux se préparer en cas de nouvelle pandémie. Mais je pense aussi qu'il nous faut mettre en place un système adaptatif qui nous permette de répondre plus rapidement aux problèmes que nous avons connus ces 2 dernières années. Et nous devons également investir dans la recherche. On devrait d'ailleurs investir massivement dans la recherche. On voit bien qu'il y a un véritable manque en matière de recherche, comme nous l'ont expliqué les 2 orateurs. Si vous avez autre chose à ajouter, évidemment, n'hésitez pas à contribuer directement dans le chat. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions, notamment on nous demande s'il faut en soi planter des arbres pour réussir à réduire la température dans les villes. Ensuite, il y a aussi la question de Sarah que vous pouvez voir directement dans le chat. Donc, je ne sais pas si Joyce peut nous répondre. Oui, alors avant de passer à l'autre orateur, je pense que la question sur les études clés m'était adressée, et donc j'aimerais répondre à cette question. Nous savons que les recherches commencent généralement avec un défi. Et le projet que nous avons mis en place, c'est un projet qu'on vient juste de mettre en place. Donc, on est loin de l'avoir terminé. Ça fait que 2 mois pour l'instant qu'on travaille là-dessus. Donc, on en est vraiment aux étapes tout à fait préparatoires, préliminaires du projet, si vous voulez. Et pour le moment, on n'a pas été confronté à de nouveaux défis, mais ce que je dirais est un défi ici, c'est surtout lorsque l'on obtient les données relatives aux hospitalisations. On a 4 hôpitaux publics, on se rend compte qu'il y a souvent un véritable souci de collecte des données. Il nous manque pas mal d'informations finalement. Et donc après, on peut s'intéresser aussi évidemment aux hôpitaux privés. Et donc, on peut s'intéresser aux données si l'on compare un hôpital public et un hôpital privé. Mais par exemple, on pourrait avoir un hôpital qui est non loin d'une ancienne colonie. Il y a aussi ce bidonville, très grand bidonville à Nairobi qui s'appelle Kibera. Et donc, forcément, entre les hôpitaux qu'on a non loin de Kibera et des quartiers plus riches, on a de grandes différences entre les données, n'est-ce pas? Évidemment, il y a aussi les données liées au climat qu'il faut collecter. Et donc, en fait, le gros défi qu'on a eu finalement pour ce projet, c'est de collecter les données des hôpitaux. Donc, voilà, on y travaille encore. Oui, j'ai hâte de savoir, d'avoir les résultats de votre recherche. Et je me demande dans quelle mesure est-ce que le système sanitaire dans les villes africaines, donc qui sont fournis par le secteur informel, parce que je sais qu'il y a des quartiers informels. Et moi, je sais que j'ai été emmenée dans un hôpital lorsque je me suis retrouvée dans une situation très, très critique. Et en fait, ce sont les membres de ma famille, de la communauté, qui m'ont emmenée dans cet hôpital. Et c'était une toute petite clinique. Et je suis sûre, enfin, bon, je ne vais pas dire que je suis sûre, mais je suis persuadée que c'est ceux qui traitent le plus de personnes dans mon quartier, par exemple, ou dans ma communauté, mais ils ne gardent pas toujours effectivement les informations. Donc, c'est difficile de savoir qui a été traité, qui a été pris en charge, etc.
Alors, nous avons également avec nous un Gigma qui est censé nous faire une présentation et nous partager son expertise. Alors, Gigma, tu as la parole. Je vois ton écran. On peut voir ton écran, donc je pense qu'il est prêt. Oui, vous voyez mon écran, c'est bon? Alors oui, on voit ton écran, mais pas en mode présentation. Oui, c'est bon, j'y suis. Alors, merci. Alors, pour être franc, je n'étais pas sûre de savoir quoi vous présenter aujourd'hui. Donc, je voulais finalement vous parler du manque de recherche et vous donner aussi quelques perspectives, notamment dans le secteur de l'humanitaire. Je pense qu'il faut comprendre ce qui est à la base des vagues de chaleur. Les vagues de chaleur, on peut dire que c'est l'une des conséquences les plus tangibles finalement du réchauffement climatique. C'est clairement lié au réchauffement climatique, ça c'est un fait. Et nous le savons, avec le changement climatique, il y aura une augmentation de la température, notamment en Afrique. Et il y aura de plus en plus d'événements de chaleur extrême en Afrique. C'est pour ça qu'il faut que l'on se prépare à ce type de problématique. Alors, je vais commencer ici ma présentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait contre ces événements de vagues de chaleur? Ici, vous le voyez, on a une carte du monde. Vous le voyez, c'est un système d'avertissement précoce de vagues de chaleur, de prévision, on n'en a pas assez. Mais ici, le but, c'est de savoir justement ce qu'il en est de l'activité en termes de vagues de chaleur. Et on voit que sur le continent africain, sur la carte, on a très peu de données, on a très peu de chiffres, on a l'impression presque qu'il n'y a aucun problème. C'est l'un des pays qui souffre le plus, qui est le plus impacté par les vagues de chaleur, et pour autant, c'est celle sur laquelle pour lequel ces événements sont le moins documentés. Pourquoi avons-nous ce manque de données, ce manque d'action? Eh bien, ça vient déjà du fait qu'on a du mal à comprendre les impacts des vagues de chaleur sur le continent. Et parce qu'on a un manque de connaissances sur ces événements et que l'on n'a pas vraiment conscience des impacts que cela a sur la vie des gens, eh bien, on en est là aujourd'hui. J'aimerais que l'on se tourne vers des données maintenant. In terms of data, there is, of course, we need to start with the meteorological data. In many parts of Africa, there is still a real gap in the collection of weather and climate data. This is quite important. It is often assumed that when it comes to heat wave, we just need to have data on temperatures, but this is just not enough. We need Là, comme vous voyez, on a effectivement des données, mais ce n'est pas assez. Il nous faut des données météorologiques, il nous faut des données aussi médicales, non physiologiques, parce qu'on sait que les températures peuvent être plus basses, par exemple, mais lorsqu'on a beaucoup d'humidité, et on le sait que lorsqu'il y a beaucoup d'humidité, le corps a du mal à se rafraîchir, à se refroidir. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi la perception de la chaleur. Et donc, c'est important vraiment de collecter tous les types de données qu'on a là, qu'on a ici à l'écran. Ça, c'est très important. Ensuite, comme c'est écrit ici à nouveau, vous voyez, il nous faut des données médicales. Il nous faut connaître les historiques médicaux. Et ce qui est très important, et c'est pour ça que je voulais vous en parler,
c'est que généralement, les rapports médicaux nous permettent de mieux connaître la situation, notamment dans les pays les moins développés. En Afrique, ces conclusions-là doivent être prises avec des pincettes. Parce que la réalité, c'est que moi, je n'irai jamais à l'hôpital pour dire que j'ai trop chaud. Non seulement parce que peut-être le réseau médical est relativement faible encore en Afrique, il n'y a pas beaucoup de centres médicaux, mais notamment parce que les populations africaines ne sont pas toujours conscientes des conséquences de la chaleur sur la santé. Donc, c'est important d'essayer d'obtenir des données sur l'impact des vagues de chaleur extrêmes. Et je peux le voir, par exemple, on a des données non physiologiques, comme je vous le dis ici. C'est par exemple, moi, je me rends compte quand j'ai trop chaud que ma productivité au travail est moindre. Et ça, c'est un autre impact direct. Le problème également que nous avons ici, c'est qu'on a un manque d'accessibilité aux données. On a aussi beaucoup, on le voit, de pénurie d'eau. Et donc, le but ici, c'est d'avoir davantage d'informations sur les impacts directs des vagues d'extrême chaleur sur les populations africaines. Et dans beaucoup de ces cas, peut-être que les données sont accessibles, mais elles ne sont pas rendues publiques. Donc, il faut vraiment aussi travailler sur l'accessibilité de ces données, notamment pour les données qui concernent les pays africains. Ensuite, je parle ici sur ma slide de données de vulnérabilité. C'est qu'il faut s'intéresser donc aux populations les plus vulnérables et aux impacts de ces extrêmes chaleurs sur eux. Maintenant, en termes de recherche, que faut-il pour combler ces lacunes? Tout d'abord, je suis ravie de le dire, la notion même de canicule. C'est pertinent pour nous. Je vais vous donner un exemple. Dans la plupart des villes d'Afrique de l'Ouest et du Centre, la température moyenne est de 35 degrés chez nous et les canicules sont définies par la plupart des méthodologies comme un événement de température à 37-38 degrés. Donc, il y a une différence entre les températures normales et les températures de canicule. Est-ce que ça suffit pour dire que cela a un impact sur les personnes? Nous sommes déjà acclimatés à des chaleurs extrêmes. Donc, doit-on garder cette notion de la canicule en Afrique ou doit-on passer à une autre notion qui sera plus pertinente à notre contexte? Par exemple, la chaleur saisonnière. Car cela aura un impact sur la population. Donc, voilà une lacune qu'il faut combler. De plus, il faut aller au-delà des suppositions. Quels sont les impacts mesurables des vagues de chaleur, des canicules en Afrique? Il faut aller au-delà de nos hypothèses. Est-ce vrai que les vagues de chaleur ont un impact en Afrique? Il faut faire des recherches dans tous les secteurs socio-économiques africains. La santé, le travail, l'énergie, l'eau, l'agriculture et ce qui est très important également, les aspects sociaux des canicules. C'est important pour nous de lire les conclusions de différents rapports, mais lorsqu'on étudie les comportements des personnes lors d'événements de canicule, eh bien, on peut mieux comprendre l'impact de cette canicule sur les populations et sur leur subsistance.
Autre point crucial, je suis désolée de le dire, mais aujourd'hui, il y a ce conflit entre la vulnérabilité à la chaleur entre les zones urbaines et les zones rurales. Les canicules, comme le disait Vincent, sont très intenses dans les villes africaines. Néanmoins, la plus grande part de la population en Afrique vit toujours dans les zones rurales. Donc, ne les laissons-nous pas de côté lorsqu'on se concentre trop sur les villes également. Donc, il est important de veiller à cibler la bonne population vulnérable. N'est-il pas également pertinent d'inclure les populations rurales? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans les zones rurales, n'est-il pas pertinent d'observer l'impact des canicules également? Donc, c'est une question de recherche qu'il faut poser. Et en termes de risques à venir, dans certains endroits, les températures sont adaptées à la croissance de l'espèce humaine. Donc, face au réchauffement climatique, peut-être que dans les 20 prochaines années, certaines régions d'Afrique ne permettront plus d'abriter des populations. Et ainsi, des personnes devront être déplacées. Il nous faudra peut-être observer une migration climatique, voire une climatique due à la chaleur. Donc, il faut s'y intéresser dans la recherche. Ici, quels sont les impacts humanitaires des chaleurs extrêmes? La chaleur extrême peut avoir un impact très profond sur les femmes. Ici, nous avons mené une analyse récente sur la branche des conflits de la Croix-Rouge. En Afrique centrale, il y a beaucoup de problématiques de protection pour les personnes détenues. Et il n'y a pas de solution. Et donc, avec le changement climatique et ce réchauffement de plus en plus intense, que peut-on faire pour aider ces populations vulnérables à ces événements de chaleur extrême? Vous le savez, l'Afrique est un continent qui est victime de nombreux déplacements internes et qui accueille de nombreux réfugiés. Et donc, des personnes vivent dans des habitats qui ne sont pas permanents et de mauvaise qualité. Donc, il faut réfléchir mieux à de meilleures stratégies pour voir comment mieux offrir de meilleures solutions de logement pour ces populations. Et enfin, comme je le disais, les vagues de chaleur peuvent se combiner à des dangers, des risques, d'autres risques climatiques, par exemple des déplacements, des conflits. Et lorsque ces personnes se déplacent, elles peuvent facilement entrer en conflit avec les populations locales qu'elles rencontrent, du fait d'une concurrence pour les ressources. Donc, des conflits liés au climat, des déplacements liés au climat. Et il nous faut travailler davantage en la matière pour mieux comprendre ce phénomène, mais également pour trouver une solution pour réduire le poids de ces migrations sur les populations déplacées, mais également sur les populations locales. Voilà ce que je voulais vous dire. Vu qu'il me reste 1 minute, on pense toujours aux vagues de chaleur et
au changement climatique comme quelque chose de négatif. Mais peut-être que les canicules, les vagues de chaleur, le changement climatique peuvent nous apporter quelque chose de positif. Et donc, tout cela revient à cette vision du verre à moitié plein ou à moitié vide. J'ai fait des recherches en Afrique de l'Ouest. Et donc, il y a du potentiel. Ne peut-on pas utiliser justement ce potentiel, ces possibilités qui se présentent à nous pour rafraîchir nos villes? Les vagues de chaleur sont négatives, mais il est toujours bon de garder à l'esprit des dimensions positives parce que c'est ainsi que nous trouverons les solutions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Gegma. Vers la fin, vous avez accéléré pour vous en tenir au temps imparti. Est-ce que vous pourriez prendre 2 ou 3 minutes pour nous présenter ces points de discussion? Merci beaucoup, j'apprécie. En fait, ces points de discussion que j'ai mis à l'écran sont liés à ce que je viens de vous dire. J'ai parlé des inégalités. Il nous faut davantage de systèmes d'alerte précoce. Il faut... On sait que le sud est plus chaud que le nord. Et il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. Même dans le sud, nous nous intéressons davantage aux canicules en Asie qu'en Afrique. Vincent a parlé du plan d'action de l'Inde, mais il y en a aussi au Pakistan et dans d'autres régions. Ils sont plutôt avancés en termes de préparation pour réagir à ce genre de catastrophe. Donc, pourquoi sont-ils plus préoccupés ou s'y intéressent-ils plus et sont-ils plus avancés en la matière? Donc, voilà un point de discussion. Donc, les inégalités en termes d'intérêt vis-à-vis de ces canicules, de ces vagues de chaleur à travers le monde. Deuxième point, la notion de vague de chaleur, de canicule, est-ce pertinent en Afrique? Comme je l'ai dit, il est facile d'utiliser un exemple qui nous vient d'ailleurs et de l'appliquer chez nous. Mais par exemple, dans le sud de l'Afrique, il y a une forte variabilité des températures et donc de chaleur. Donc, on peut rencontrer le même type de canicule que dans les pays du Nord, mais dans les régions tropicales d'Afrique, la situation est plus complexe. Donc, est-ce pertinent de considérer cette notion de canicule ou est-ce qu'on doit passer à une notion qui nous intéresse, qui est plus pertinente pour nous en Afrique? Je ne suis pas sûre que c'est la meilleure notion, la notion la plus pertinente pour nous. Et ensuite, quels sont les impacts des canicules? A-t-on besoin d'attendre avant de mesurer les impacts de ce genre d'événement? Donc voilà une inconnue sur laquelle il faut travailler. Donc il faut travailler davantage, faire davantage de recherches sur les impacts. Et il ne s'agit pas que des impacts sanitaires des canicules. Il y a des secteurs qui ne sont pas considérées comme intéressantes à l'Ouest, mais qui peuvent avoir davantage d'importance pour nous en Afrique. Et ensuite, bien évidemment, il y a cette vulnérabilité à la chaleur, le conflit entre la vulnérabilité à la chaleur des zones rurales et des zones urbaines, et enfin, les risques futurs. C'est tout pour moi. Je serais ravie de répondre à vos questions.
Je crois qu'il y a déjà des questions ou un commentaire dans la boîte de discussion. Je vois que des personnes doivent nous quitter, mais merci d'avoir été parmi nous. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et le mouvement préparent une journée d'action contre la chaleur où tous nos différents pays et toutes nos sociétés vont améliorer, vont sensibiliser, vont parler de la sensibilisation des nations à travers le monde. Vous avez éteint votre micro, Eddie. Ah, non. Joyce, vous avez la parole. Vous avez éteint votre micro à la fin de votre propos. Je vous invite à regarder la vidéo YouTube qui est dans la boîte de discussion et revenez pour nous faire des commentaires. Merci beaucoup, Eddie. J'ai été fascinée par les présentations que nous venons de voir, tout particulièrement la notion de vague de chaleur, de canicule en Afrique. C'est crucial, c'est central. On a parlé de ce qu'on appelle une canicule, une vague de chaleur en Afrique. Comment définir ce terme? Et c'est là que le bas blesse. En Afrique, nous n'avons pas de définition de la canicule. Est-ce que c'est 5 jours de chaleur extrême accumulée? Est-ce que c'est un seuil, un degré Celsius? Est-ce une durée de chaleur? Est-ce qu'on parle de saison particulière, de mois particuliers? Donc, effectivement, il y a des lacunes de recherche à combler en Afrique. Et je crois que c'est justement ce sur quoi nous nous penchons dans notre projet. Nous pensons qu'il y a 1000 étapes à mener. Nous commençons par une première étape, puis nous passons aux étapes suivantes pour comprendre quels sont les seuils de température où on observe une chaleur qui a un impact sur la santé. Cela est crucial, notamment dans le développement des systèmes d'alerte précoce, parce que, par exemple, on va se dire que 25 degrés à Nairobi va causer des hospitalisations ou un plus haut taux de mortalité. Donc, on essaye de comprendre la situation et d'aller plus loin pour proposer des mécanismes politiques. Et en disant qu'avec cette définition de canicule, maintenant, on peut mettre en place des mesures d'adaptation. Autre point fascinant qui m'a frappée, justement, cette vulnérabilité à la chaleur différente entre les villes et les zones rurales. J'ai parlé de solutions africaines pour résoudre les problèmes africains. Donc, il faut vraiment travailler dans ce contexte africain. Nous voyons une forte urbanisation, mais nous avons toujours une forte densité démographique dans les zones rurales. La plupart des activités se font à l'extérieur, donc la plupart de ces personnes passent leur journée dehors, à travailler. Toutes les activités se font dehors. Donc, si on n'observe pas les vagues de chaleur, les canicules là-bas, ce sera très nocif dans notre capacité à nous adapter aux canicules, parce que cela aura un impact sur la subsistance, les moyens de subsistance de ces personnes. Et notre capacité d'adaptation ne sera pas aussi bonne parce que si ces personnes n'ont pas d'abri, par exemple, alors que si nous proposons des pièces fraîches dans lesquelles les gens peuvent se réfugier, c'est bon. Oui, justement, sur ce point, je crois qu'il faut réfléchir au travail extérieur, par exemple les officiers de police.
on leur dit qu'ils doivent rester dehors. Mais il faut également penser, par exemple, aux vendeurs qui vivent dans les villes, qui travaillent dans les villes et n'ont pas d'alternative. Ils sont obligés de travailler dehors. Donc, il faut vraiment penser à ce paradoxe entre la vulnérabilité à la chaleur dans les zones rurales et dans les zones urbaines. Désolée de t'interrompre, Eddie. Ce que j'entendais par là, c'est qu'il faut être prudent. On ne peut pas utiliser des solutions chez nous qui travaillent et qui fonctionnent ailleurs parce que la plupart des populations se trouvent dans les villes. Bien évidemment, il y a des populations vulnérables dans les villes. Mais par la même occasion, je ne dis pas qu'il faut regarder, il ne faut pas regarder les canicules en Afrique. Je dis qu'il faut faire attention à la définition que nous donnons des canicules. De plus, je pense à une proposition que j'ai écrite quelque part et j'aimerais obtenir un financement pour. À savoir dans les régions semi-arides d'Afrique où il y a des communautés pastorales qui dépendent de leur activité. Donc, bien que la plupart des activités soient menées dehors, les sécheresses peuvent avoir des répercussions, donc la chaleur aussi, et cela peut être nocif pour leurs moyens de subsistance. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il faut investir davantage dans la compréhension des risques liés à la chaleur, à la fois dans le contexte urbain, mais également dans le contexte rural, d'un point de vue physiologique, mais également d'un point de vue de la science climatologique. Avant de donner la parole à Vincent, pour qu'il nous parle des actions mises en œuvre, il nous reste 7 minutes environ. Il faut vraiment les répartir entre nos intervenants. Nous aimerions entendre l'avis de Joyce, Gigma et Vincent pour qu'ils nous disent ce qu'il se passe au sein du mouvement de la Croix-Rouge. Et du Croissant Rouge. Et je vais vous montrer ce que nous avons dans les tuyaux pour le mois de juin. Donc, dans le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, nous avons planifié une journée d'action contre la chaleur. Nous mobilisons toutes nos sociétés des pays, dans les pays du Sud, mais également dans les pays du Nord, ou dans les pays de l'Est, de l'Ouest. Et nous mobilisons nos sociétés-nations pour qu'elles se rassemblent et qu'elles fassent un flash mob pour sensibiliser aux effets de la chaleur et de la chaleur extrême et des canicules. Donc voilà une initiative que nous avons dans les tuyaux et nous avons préparé quelques ressources, comme vous voyez ici, comment vous préparer à une canicule, une boîte à outils pour les centres de préparation, un guide pour les canicules dans les villes et un kit d'action urbain. Donc, durant cette journée, nous allons faire en sorte d'inspirer les personnes qui participent et pour qu'ils agissent ensuite. Voilà ce que nous faisons. Que se passe-t-il ailleurs? Vincent, pouvez-vous nous parler des défis et des actions que vous menez pour lutter contre la chaleur? Merci, Eddie. Pour conclure sur les discussions que nous avons entendues, j'aimerais dire qu'il
Nous avons besoin de mener davantage de recherches pour combler les lacunes, pour mieux comprendre le lien entre la chaleur et la santé. C'est là qu'il faut vraiment lancer la recherche, voir le lien entre la santé et la chaleur. Pour l'instant, la recherche ne nous a pas apporté de réponse. Que faisons-nous à l'heure actuelle? Je dirais que nous sommes un groupe de chercheurs. Nous travaillons au sein d'un réseau, le réseau africain pour la collaboration et l'engagement sur les questions liées à la chaleur et les risques sanitaires. Et nous avons vu qu'il y a des pistes d'amélioration possibles. On essaye de rassembler les décideurs en Afrique en juin. Donc, nous nous réunissons en présentiel, mais également en virtuel. Et l'objectif est de trouver des solutions quotidiennes qui peuvent aider le gouvernement à s'adapter, à atténuer la chaleur et à mettre en place des plans d'action contre. Donc, nous appelons tous les acteurs à nous rejoindre. Nous avons besoin de financement pour nos projets. C'est ce qui nous aide à établir ce réseau. Vous êtes invités à participer à Pretoria ou assister à certaines des sessions. Nous serons ravis de vous accueillir. Nous avançons beaucoup et nous voulons accueillir un maximum de personnes. Et nous essayons de former les formateurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Votre collaboration est également clé pour nous. Restons en contact. Je vais partager mon adresse email pour que nous puissions rester en contact. Oui, s'il vous plaît, Vincent, n'hésitez pas. Voilà mon adresse email. Nous pouvons rester en contact si cela vous intéresse pour parler de la santé climatique. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'avoir parlé de cette initiative africaine de collaboration en matière de santé climatique. Merci de remplir le formulaire de retour, de feedback sur le festival. Joyce, vous avez la parole. Merci, Eddie, de nous avoir donné l'opportunité de participer. Personnellement, je dirais que d'un point de vue de la recherche, il est crucial que nous travaillions davantage main dans la main avec tous les acteurs qui essayent de faire avancer la discussion sur les vagues de chaleur, les canicules. Donc, c'est un effort collectif et les scientifiques, les agences humanitaires peuvent agir, mais c'est un effort commun, encore une fois. Il est également important que l'on s'intéresse à des solutions qui vont résoudre les défis africains en avançant. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Joyce. Merci d'avoir été parmi nous et d'avoir partagé votre avis. Nous espérons que le futur des villes africaines sera exempt des impacts des événements météorologiques extrêmes. Et pour ce faire, nous avons besoin de politiques publiques qui nous aident à investir
dans la recherche pour renforcer notre gestion, notre système de gestion des risques et que nous améliorons notre résilience à long terme. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Vincent sur le vert et non le gris. Il faut rapporter le vert dans les villes africaines pour réduire les impacts de la chaleur sur nos villes. N'oubliez pas d'assister aux autres sessions aujourd'hui. Vous avez les liens dans la boîte de discussion. Vous pouvez également rejoindre la dernière session de débrief. Je vous encourage à y assister pour voir ce qui s'est passé dans les autres sessions parallèles et puis avoir un résumé de la journée. Merci beaucoup. Je vous salue de Kampala et je vous salue de mon centre. Nous sommes ravis de vous avoir eu aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir interagi avec nous sur place ou en ligne. Merci. Au revoir.